Bonjour à toutes et à tous. Comment les musées, centres culturels, lieux d'exposition, de création ou de patrimoine peuvent-ils accomplir leur mission alors que, considérés comme non essentiels, nous sommes fermés au public depuis de si longs mois ? Dans ce nouvel épisode du podcast du Quai des Savoirs, nous allons explorer quelles stratégies numériques les institutions culturelles mettent en œuvre pour continuer à partager les savoirs avec leur public. C'est le dossier que vous avez ouvert pour nous, Marlène. Oui, Laurent, depuis le premier confinement, nombreuses sont les institutions culturelles qui produisent et partagent une programmation numérique foisonnante. Ateliers, podcasts, tutos et visites virtuelles, nous parlerons précisément de ces dernières avec mes invités. Mais avant cela, Mariette, dans votre chronique Vue sur le web, vous avez repéré une petite pépite de médiation numérique du côté de Montpellier, je crois. Et oui, l'amour est dans le chatbot, Laurent, avec un exemple pile dans la thématique de notre expo actuelle de l'amour, le Lovebot d'Artibot. Et pour terminer, je vous partagerai mon dernier coup de cœur pour une bande dessinée de science-fiction à découvrir de toute urgence. Allez, Vue sur le web, c'est parti pour une visite amoureuse du musée Fabre à Montpellier. Oui, et grâce à Artibot, donc Artibot, c'est un chatbot ou un assistant conversationnel numérique si vous préférez, qui vous propose un parcours donc dans un musée en fonction de vos goûts et envies. Il a été créé par la start-up Artibot. Il dialogue avec les visiteurs donc sous forme de courts messages envoyés sur leur smartphone, avec des petits gifs, des audios, des vidéos, etc. Donc, ce qui est très pratique, c'est qu'il n'y a pas d'application à télécharger, et ça c'est génial parce que c'est toujours super lourd à télécharger dans une expo. Il est accessible en fait via un lien URL ou un QR code. Donc les contenus culturels qu'il dispense se présentent sous la forme ludique d'anecdotes, c'est ce qu'on appelle le micro-learning, avec des défis, des quiz, des discussions pour faire vivre des expériences à partager, le tout avec un ton décalé et de l'humour, tout ce que j'aime dans une expérience numérique donc de partage des savoirs. Avec sa version Lovebot, il vous guide plus précisément dans un parcours amoureux donc des collections du musée Fabre de Montpellier, qui a fait appel à eux pour la Saint-Valentin 2021. Il est destiné aux couples, qui représentent 33% des visiteurs donc, d'un musée, mais l'expérience peut tout à fait se faire en solo. Si vous êtes curieux ou d'humeur amoureuse, ne vous en privez pas. Les couples sont donc invités à des défis, des discussions, des lectures poétiques et amoureuses, donc en vis-à-vis d'une œuvre du musée, pour partager un moment de découverte mutuelle et de complicité, décliné en 10 thématiques. Bon, je ne vais pas toutes les énumérer, je ne vous spoile pas tout, mais quelques exemples. L'horoscope amoureux, par exemple, devant un tableau représentant une dizaine de bonnes aventures, après un petit descriptif évidemment du tableau, vous pouvez consulter donc votre horoscope amoureux où chaque signe astrologique renvoie à une autre œuvre du musée. Bon, moi par exemple je suis taureau, et bien j'ai découvert le taureau de Barry, donc un sculpteur. D'autres tableaux donc où on les décrit et avec une vidéo donc qui est insérée et un petit défi à la fin que vous devez lancer à votre partenaire donc pour vous challenger dans les collections, donc se perdre une minute dans le regard de l'être aimé, susurrer des mots doux ou coquins à son oreille avec vos propres mots ou suggérés par le chatbot. J'ai beaucoup aimé le vers l'infini et sous les draps, c'était très sympa. Et par exemple pour la thématique 50 nuances de noir qui joue sur le titre de la célèbre saga érotique 50 nuances de grès. À votre avis, c'est pour parler de quoi ? Monsieur Pierre Soulages, bien sûr, le maître des outres noirs. Donc voilà, donc ça, on découvre son œuvre et le défi, ça sera de se dire 3 choses un peu olé olé. Le langage des fleurs avec 3 natures mortes des collections. Donc vous choisissez la fleur que vous préférez et sa signification amoureuse donc dans le langage des fleurs vous est racontée. Donc j'ai beaucoup aimé ce Lovebot car son interface d'utilisation est vraiment très très simple et accessible. Elle est très bien pensée. Par exemple, si vous vous interrompez, si vous voulez reprendre le parcours que vous avez fait, lorsque vous scannez le QR code, vous pouvez le reprendre tel que vous l'avez arrêté. Vous n'êtes pas obligé de tout recommencer. Ça, c'est pratique. Donc ça, c'est très pratique. Et je l'aime beaucoup parce qu'il mêle très habilement contenu et aspect ludique. Il y a beaucoup de références pop culture. On apprend des choses tout en s'amusant. Et l'angle du couple et de l'amour, c'est très original et intéressant comme approche pour créer de l'interactivité auprès de ce public en particulier, tout en valorisant donc les collections. Bon, les musées sont fermés hélas actuellement, donc on ne peut pas se laisser guider dans le in situ, dans le musée Fabre. Mais en attendant, on peut découvrir ces collections donc, depuis chez soi, puisque le Lovebot est accessible gratuitement pendant 4 mois à compter de la Saint-Valentin 2021. Merci Mariette, une bonne adresse à retrouver sur le site web du Quai des Savoirs. Alors, on ouvre maintenant le dossier sur les visites virtuelles d'exposition avec nos 2 invités. Jean-Baptiste Cyril Litras, bonjour, vous êtes coordinateur des expositions au musée Saint-Raymond à Toulouse. Absolument. Merci, bonjour. Et Antoine Roland, vous êtes fondateur de l'agence de conseil Correspondance Digitale, une agence qui est spécialisée dans l'ingénierie culturelle et l'innovation numérique. Bonjour Antoine. Bonjour.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour Antoine. En raison du contexte sanitaire, on observe aujourd'hui une très forte augmentation des offres numériques culturelles et une quasi-généralisation de la virtualisation des expositions. Alors rentrons dans le vif du sujet et parlons dès à présent de Visigo, roi de Toulouse, une exposition temporaire du musée Saint-Rémy qui a été virtualisé et proposé au public en 2020. Jean-Baptiste, pouvez-vous en 2 mots nous parler de ce projet, dans quel contexte il est né et quels en étaient les objectifs ? Oui, bien sûr. Donc c'est un projet qui avait pour objectif donc de virtualiser cette exposition qui malheureusement n'a pas pu connaître la vie qu'elle aurait dû connaître en raison du contexte que nous connaissons. Elle a été proposée au public sur quelle période ? Alors, elle est proposée au public depuis la fermeture administrative de la fin du mois d'octobre. Donc à ce jour, depuis le 2e confinement. Absolument, elle est toujours en ligne et je vous invite évidemment naturellement à toutes et tous aller la tester. Et elle est née elle est née pendant le premier confinement. On était dans un cadre qui était celui que nous connaissons tous. L'objectif n'était pas vraiment de venir virtualiser l'exposition pour virtualiser l'exposition. C'est-à-dire que dès l'origine, ou plutôt à l'origine, nous avions prévu de présenter et de rendre accessible cette visite virtuelle à la fin de l'exposition, pardon. Donc, dès le départ du projet, c'est-à-dire avant même la situation sanitaire, vous aviez prévu de virtualiser l'exposition. C'est pas du tout une réponse à la pandémie, cette virtualisation. Alors après, on peut toujours effectivement jouer sur le calendrier. Ça n'est pas une réponse à la pandémie, mais ça s'est quand même né pendant la crise sanitaire. Mais l'objectif initial de ce projet était de rendre cette exposition, de mettre cette exposition en ligne à compter de décembre 2020, qui était la date prévue de fermeture de cette exposition. Et c'était quoi l'objectif pour vos équipes alors, de virtualiser une exposition temporaire ? Alors l'objectif était multiple évidemment. La première chose, c'était de pouvoir pérenniser d'abord tout le travail qui a été fait autour de cette exposition. Il y a eu un très très gros travail qui a été fait par l'équipe du musée Saint-Rémy. Et l'idée, c'était de ne pas perdre forcément cet apport-là. Ça, c'était la première chose. Et la seconde, c'était de pouvoir accompagner la refonte du parcours permanent du musée Saint-Rémy, notamment du 2e étage, dans le cadre de ce que j'appelle la visigotisation du 2e étage, mais c'est pas tout à fait ça. Mais c'est-à-dire en tout cas valoriser les collections archéologiques qui datent de l'époque du royaume wisigoth et des époques alentours dans le parcours. C'est-à-dire que depuis quelques semaines maintenant, nous travaillons donc à la refonte de ce parcours. Donc nous sommes en train d'y implanter entre guillemets des objets wisigoths qui sont directement issus de l'exposition. Et l'idée, c'était de pouvoir accompagner ce mouvement par cette visite virtuelle. Cette visite virtuelle, elle a vraiment pour objectif d'inciter et de proposer aux visiteurs de prolonger sa visite virtuellement à partir des objets physiques qu'il aura sous les yeux. Bon, j'entends quand même une chose très intéressante, c'est que ce que vous nous dites là, c'est qu'il y avait un objectif de documenter vos contenus, de valoriser les contenus qui, en temps normal, quand vous produisez des expositions non itinérantes, justement des expositions temporaires, finalement sont perdus. Mais évidemment, alors d'ailleurs, c'est aussi le cas des expositions itinérantes, mais c'est vrai que quand on défocalise un petit peu sur ce que font les musées, on se rend compte de quoi ? On se rend compte qu'un musée, c'est une institution de la permanence, c'est une institution qui est chargée de conserver, et ce sont des institutions qui mettent la majorité de leur billes, que ce soit en temps de travail, en finance, chaque année, dans des expositions temporaires. Et donc, c'est vrai que quand on réfléchit comme ça et quand on présente les choses comme ça, on se rend compte qu'il y a quand même une espèce de dichotomie entre ce qu'on est censé faire, c'est-à-dire conserver, et puis le fait qu'on met toutes nos billes dans quelque chose qui va durer 4, 5, 6 mois, et puis derrière, c'est terminé. Et donc, il y a aussi naturellement cette idée de se dire que ce travail, 1, ne doit pas être perdu, que 2, c'est un travail qui rentre de plein pied et en pleine résonance avec la réforme, la refonte du PSC du musée, son actualité, c'est-à-dire les nouveaux axes qu'il souhaite développer. Le programme du musée. Scientifique et culturel. Ouais. Exactement, le programme scientifique et culturel, donc qui est un document légal, mais très important. C'est un document cadre qui engage le musée dans toutes ses composantes sur plusieurs années, dans les plusieurs années à venir. Et l'idée,
l'idée, c'était de matérialiser ces engagements que l'on prend dans ce programme scientifique et culturel en ouvrant et les bornes chronologiques du musée, en travaillant notamment sur la période visigothique. Et cette exposition qu'on a fait sur cette période-là, il était vraiment dommage qu'elle ne puisse plus être accessible une fois passée la date du 27 décembre 2020. Antoine, vous travaillez avec de nombreuses institutions culturelles sur tout le territoire national, notamment sur de l'accompagnement pour la définition de leur stratégie numérique, mais aussi sur l'évaluation de ces dernières. Est-ce que vous observez la même chose ? Est-ce que on est sur les mêmes objectifs, c'est-à-dire de documentation, de valorisation des contenus, ou est-ce qu'il y a d'autres objectifs qui existent ? Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que avant la crise sanitaire, finalement, en fait, on avait deux possibilités à envisager quand on voulait créer une visite virtuelle. C'est soit on voulait prolonger quelque chose qui existait déjà de façon physique. C'est un peu ce qu'a fait, par exemple, le Grand Palais avec l'exposition Pompéi. Soit, en fait, on souhaitait proposer en fait des expositions purement en ligne. C'est ce que propose, par exemple, dans les expos dossiers la BNF. Et avec la crise sanitaire, ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'on voit en fait que ça a été une période qui a été très riche pour valoriser déjà tout le travail qui avait été fait, tout l'investissement dans le numérique qui a été fait depuis de longues années en fait par beaucoup d'institutions culturelles, et émerger de nouveaux formats. Alors pour aller un peu plus loin vis-à-vis de ça, c'est qu'on assiste en fait finalement à une étendue à une extension des formats possibles en fait en expo virtuelle. Alors oui, quand on pense à expo virtuelle, on pense à expo 360 degrés, type Google Agriculture ou le format par exemple qui est proposé pour l'expo Visigo. Mais il y a aussi en fait d'autres formats qui sont tout aussi, qui sont intéressants et très différents, comme on pourrait évoquer par exemple le format double éditorial, où l'idée ce serait en fait finalement de faire une sorte de catalogue avec des photos d'œuvres éditorialisées avec des contenus additionnels écrits ou oraux. Ça peut être Exit 360 accessible sur un site web ou via un casque de réalité virtuelle. Ça peut être des expositions transmédia. Il y a une exposition il y a quelques années à Strasbourg qui avait fait pas mal parler d'elle, c'était le défi des bâtisseurs. Enfin, c'était une expérience transmédia assez intéressante de ce point de vue-là. L'expo Pompéi que j'évoquais à l'instant propose aussi différents types de formats autour de l'exposition et tourne autour de cette exposition. Et puis, depuis vraiment quelques mois, il y a une chose qui est assez intéressante, c'est qu'au-delà de ces contenus mis à disposition, on va dire de façon entre guillemets unilatérale par les musées, on assiste en fait à de nouveaux formats de visites vraiment interactives, live, où la médiation humaine rejoint la médiation numérique. Alors j'avais justement une question à ce sujet, parce que la question du lien à l'autre, du partage, l'essence même de notre métier à nous en tant que médiateurs et médiatrices scientifiques. Et donc, qu'est-ce qui existe aujourd'hui? Qu'est-ce qui est proposé du côté de Saint-Raymond, par exemple? Est-ce que vous proposez des animations, des visites live, des choses avec des animations en même temps que la visite virtuelle? Alors, oui et non. Oui, dans la mesure où c'est possible, c'est-à-dire que Oui, vous pouvez, voilà, mais non, vous ne faites pas, c'est ça? Voilà, nous, on n'a pas eu le temps, tout simplement, on n'a pas eu la possibilité de le faire. Malheureusement, un musée qui est fermé, ça oblige à gérer énormément de choses et on fait avec les moyens que l'on a. Donc, on n'a pas pu y aussi techniquement, puisque on a besoin d'avoir des accès qui sont pas forcément simples à avoir dans les grandes institutions dans lesquelles mais c'est une perspective de travail? Ouais, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Et vous avez les dispositifs technologiques qui le permettent? Ou est-ce qu'il faudra passer sur autre chose? Est-ce qu'aujourd'hui, la plateforme sur laquelle vous travaillez vous permet de le faire? Oui, bien sûr, Marlène, bien sûr. On peut le faire avec cette plateforme, et c'est ça qui est vraiment génial, d'ailleurs, par rapport à d'autres solutions de virtualisation qui peuvent être proposées. Alors, la plateforme, je ne pourrais pas vous la décrire techniquement, mais en tout cas, on travaille... Piège. Voilà, c'est la question piège, je vous remercie de l'avoir posée. Mais ça me permet quand même de pouvoir, valoriser et citer notre partenaire là-dedans, qui a un rôle très, très important. C'est IMA Solutions, qui est d'ailleurs, c'est du local. Benjamin Morello et Émilie Cazin, que je salue, qui a été invité déjà sur ce podcast. C'est du 100% local, 100% chocolatine, et ça fonctionne super bien en 1. Et en 2, effectivement, on a la capacité, on a la possibilité de pouvoir proposer une visite humaine, pour rejoindre ce que disait Antoine à l'instant, à l'intérieur même de la visite virtuelle. C'est-à-dire que très concrètement, moi je suis le guide, vous Marlène, vous êtes la visiteuse, et vous avez la possibilité de me rejoindre à une heure précise sur le site de la visite virtuelle. Et d'échanger avec vous? Et on peut
et on peut échanger, et c'est parti, on fait la visite. Antoine, vous avez des exemples concrets de structures qui ont mis ça en œuvre ces derniers mois ? Oui, ça fait donc parmi les structures qui ont développé ça, on peut citer la Fondation Louis Vuitton avec ses projets de micro-visites. En fait, ils ont transposé des visites qu'ils proposaient de façon gratuite dans leurs murs en des formats donc à distance, où un médiateur pendant 40 minutes vient par exemple faire de la médiation autour des œuvres de l'exposition qui était actuellement à la Fondation Louis Vuitton, qui s'appelait Cindy Sherman. Le Centre des Monuments Nationaux qui vient de lancer en fait au mois de mars des ateliers de visite à distance, enfin des visites guidées à distance, pardon, ou le musée de la Grande Guerre de Meaux. Donc voilà quelques exemples assez variés. C'est effectivement une dynamique qui est assez forte et qui s'enrichit de plus en plus. Du coup, tout ce que vous dites là, Antoine, ce sont en effet des institutions qui se sont engagées dans une démarche expérimentale. Ils l'ont clairement affiché. Est-ce que ces démarches expérimentales, ces pilotes en fait de visites live ont bénéficié d'études, de bilans, de retours? Est-ce que vous avez des informations là-dessus sur les publics? Oui, alors en termes de retour, la plupart de ces nouveaux formats qui proposent de la médiation, en lien avec de la médiation humaine, sont encore vraiment expérimentaux. C'est clair qu'en termes de fréquentation, on n'est pas du tout sur les mêmes chiffres de fréquentation qu'une exposition physique. Pour vous donner quelques exemples, la Fondation Louis Vuitton en fait accueille en fait dans chacune de ses visites peut accueillir 8 connexions. Donc, qui peuvent être connectés. Et on a organisé une centaine, donc on n'est pas du tout sur les mêmes chiffres de fréquentation d'une expo telle que celle de Cindy Sherman. Mais en tout cas, en fait, c'est un format de visite qui commence à prendre le pas et qui commence effectivement à être de plus en plus utilisé. Donc oui, il y a une volonté pour le coup d'évaluer de plus en plus ces dispositifs-là. Des laboratoires sont en train d'être mobilisés aussi sur ces sujets. C'est en cours. C'est effectivement un travail en cours sur l'étude de la réception de ce type de projet. Jean-Baptiste, vous avez des informations, vous, sur les publics qui ont visité votre exposition virtuelle ? Oui, alors on a alors cette visite virtuelle, effectivement, elle est proposée donc depuis la fin octobre. Elle avait été mise en ligne également pendant les Journées nationales de l'archéologie, pendant le week-end du 15-16 mi-juin, en tout cas de l'année dernière. On était sur de très très bons chiffres. Alors les derniers, malheureusement, je ne sais plus à quand ils remontent. Donc le chiffre va forcément paraître un petit peu hors contexte. On était sur du 4000 connexions, mais on était très 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 au-dessus de ce que nous on attendait. Et surtout, on avait d'excellents chiffres sur la durée de visite, parce que sur ce type de contenu-là, je pense que un critère pertinent, et d'ailleurs je crois que dans l'absolu, dans les musées, c'est un critère qui serait très pertinent à mettre en avant, c'est la durée de visite. Aujourd'hui, je m'adresse à vous deux. C'est normal, on navigue à vue, on est en train d'avancer, on se réinvente. Donc c'est normal que des études des publics n'aient pas eu le temps d'émerger, en tout cas de donner leurs conclusions. Donc finalement, vous, sur les bilans, vous utilisez plutôt des bilans chiffrés. On est plutôt sur du quantitatif. Je me trompe ? Oui, alors forcément, je me permets de répondre à Antoine en premier. On est sur ce genre de bilan parce qu'à l'heure actuelle, on n'a effectivement pas la capacité à pouvoir faire autre chose autrement. On ne peut pas. C'est très difficile en fait d'avoir un quali sur ce genre de visite-là, et je pense effectivement qu'on manque de recul. Donc vous avez des informations sur les connexions, sur les temps de connexion. Est-ce que vous avez des informations vous pourriez avoir des informations sur les profils ? Qui sont les gens qui viennent ? Je ne pense pas. On a sur la provenance. Donc on est sur le lieu physique de la connexion. Ensuite, sur le profil, je pense que ça nécessiterait, là pour le coup, d'interroger directement les gens. Et ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'on n'a pas pris évidemment le temps de faire encore. Mais je pense que ces questionnements-là vont forcément amener à se reposer des questions un petit peu différemment et se demander d'ailleurs comment ces données-là peuvent ou doivent se valoriser, que ce soit dans les bilans, que ce soit etc., etc. Je pense que c'est un vrai sujet. Antoine, de votre côté ?
Oui, c'est intéressant parce qu'effectivement, on a plutôt des données qui sont des données numériques assez classiques, temps de connexion, nombre de visites, etc. Mais ce qui est intéressant à constater, c'est que au mois de mars, il y a eu un véritable engouement lors du premier confinement, puisqu'on fête cet anniversaire. Il y a eu un véritable engouement pour le coup pour les visites guidées virtuelles, plutôt 360, et on s'est rendu compte que globalement, si elles ont été énormément utilisées, elles ont finalement, donc il y avait 7% des Français qui déclaraient en fait avoir fait des visites virtuelles. 16 7%. 7, pardon. C'était qui avait fait GECE à l'époque pour Universcience, ont constaté que le temps de visite, et c'est un indicateur effectivement qui est tout à fait pertinent, c'est celui qu'évoquait Cyril, était extrêmement limité, parce que l'expérience était assez déceptive. Et là, ce qu'on constate, c'est que par rapport aux visites guidées à distance avec une médiation humaine, on a plus de retours qualitatifs. À chaque fois, il y a des emails post-visite qui sont envoyés, qui permettent de récolter des données plus qualitatives. Et ce type d'action, ce type de service est en train de se structurer aussi et accueille aussi d'autres formats de réception des avis en fait des utilisateurs. Je pense à Guest Views par exemple, qui est un livre d'or numérique qui est proposé dans les expositions physiques, qui désormais propose à des visites guidées à distance d'héberger ce livre d'or pour pouvoir récupérer aussi des éléments plus qualifiés. Un des objectifs de développer cette virtualisation des expositions, c'est aussi d'aller chercher un public dit empêché ou éloigné. Comment est-ce qu'on peut savoir si ça marche ? Vous avez des informations, Antoine, sur les études que vous avez faites, que vous avez présentées notamment avec GECE il n'y a pas très longtemps. Est-ce que vous aviez des chiffres sur les publics ? Sont-ils réellement des nouveaux publics ? Sont-ils des publics fidèles au lieu déjà ? Est-ce qu'ils connaissent l'établissement ? Oui, alors effectivement, depuis quelques années, on évoque le fait que le numérique élargit les publics sans forcément les diversifier. Et en janvier, donc, on a mené une étude à GECE, un sondage auprès de 10 000 Français, qui nous a permis en fait de voir finalement qu'est-ce qui ressortait de cette année de crise sanitaire. Et globalement, on a constaté que 41% des Français ont pratiqué régulièrement au moins une activité culturelle en ligne durant l'année. Et parmi ces 40%, on aurait 28% de nouveaux pratiquants. Donc, on aurait quand même assisté à une certaine diversification. Il faut quand même préciser que les profils qui utilisent le plus ce type d'activité en ligne sont plutôt des publics âgés. Donc, un peu finalement le visiteur ou la visiteuse type en fait d'un musée, mais on assiste quand même à une diversification avec des publics plus jeunes, notamment. Plutôt un public étudiant, peut-être ? Plutôt un public étudiant, effectivement, qui vient faire des expositions, qui vient en fait pratiquer des activités culturelles qu'on pourrait appeler de substitution. Donc, un autre chiffre qui est intéressant là sur les visites virtuelles, typiquement, on a constaté que s'il y avait 7% des Français qui avaient réalisé des visites virtuelles durant le premier confinement, en janvier donc 2021, ils étaient 14% à avoir déclaré avoir fait des visites virtuelles. D'accord. C'est pour ça que je précisais qu'il y avait vraiment différentes formes de visites virtuelles. C'est là que ce ne sont pas toutes des visites virtuelles 360, mais ça peut être... Ça peut être des vidéos, ça peut être des CD-ROM dans les années 90. Alors, moi j'ai quand même une question aussi sur la stratégie de communication autour de ces nouvelles offres numériques, parce que c'est nouveau, il y a un objectif de capter des nouveaux publics, mais aussi d'informer nos publics habitués à venir dans nos établissements. Comment on fait ? Comment on rend visible ce genre d'offres ? Comment on travaille ? Comment on capte des nouveaux publics ? Alors c'est forcément compliqué parce que de toute façon effectivement quand on fait ce genre de choses-là, la première question qu'il faut se poser, c'est celle effectivement de l'objectif. C'est-à-dire pourquoi on le fait. Donc ça c'est vraiment, je pense, une notion absolument fondamentale. La deuxième chose, pour répondre à votre question, c'est comment on la rend accessible, parce que encore une fois, et ça on le sait tous dans les milieux de la culture, quand on fait quelque chose de super, c'est-à-dire tout le temps, c'est génial, mais encore il faut-il que le public bien sûr, oui, le sache. Voilà. Donc c'est forcément complexe, et surtout dans le contexte actuel où on voit bien que les offres alternatives de visite comme se fleurissent un petit peu partout. Il y a une surenchère, il y a une super compétition entre les offres. Mais exactement, Laurent. Et du coup, c'est comment je fais moi pour que la mienne, elle ressorte un petit peu du lot. Donc, à Saint-Rémy, au musée Saint-Rémy, on a, je crois, quand même une chance, c'est qu'on peut s'appuyer sur des canaux de communication qui sont très efficaces, et surtout, on peut s'appuyer sur le fait que le musée a une, alors je sais pas si le terme est tout à fait adapté, mais j'aurais une fanbase, en tout cas,
un public qui est le sien et qui est très réceptif. Et donc on parle d'un public de fidèles plutôt alors sur ces nouvelles offres. Alors plutôt qui va, oui, alors effectivement sur le public de fidèles, mais qui va amplifier et répercuter le message, les apôtres si vous voulez. Est-ce que les réseaux sociaux jouent un rôle important dans cette communication des offres numériques justement, puisqu'on est sur les surfaces numériques? Antoine, c'est quelque chose que vous observez dans les stratégies de communication par exemple? Ce qui est intéressant, c'est que effectivement, la plupart des offres gratuites qui sont diffusées sur les réseaux sociaux, eh bien en fait, s'adressent principalement à la fanbase. Donc vraiment, finalement, au public dit naturel en fait des lieux culturels. En revanche, quand on voit d'autres offres de visites virtuelles qui sont, alors je vais employer un terme un peu marketing, mais qui sont packagées, c'est-à-dire qui sont vendus où il y a un coût d'entrée et qui sont hébergés sur une autre plateforme, type par exemple My Tour Live ou Explore Visit ou d'autres. Et bien là, en fait, il y a effectivement un travail sur les réseaux sociaux qui est fait de la part des institutions culturelles, mais il y a aussi une nécessité d'intermédier en fait leur communication, d'aller chercher des partenaires pour promouvoir auprès d'autres partenaires en fait finalement cette visite. Alors, juste par rapport à ça, ce qui est intéressant, c'est que finalement, ça bat en brèche l'idée que il y a une sorte de, il y aurait en fait finalement une puissance du web magique, et qu'en fait il y a pas de puissance web magique, c'est qu'à côté il faut aller chercher des partenaires, il faut aller se battre pour développer un réseau de partenariats qui permet de diffuser en fait et d'intermédier une offre. Beaucoup de musées font le choix d'utiliser TikTok actuellement pour élargir les publics comme d'habitude, aller vers les jeunes, mais aussi faire de la médiation. Quel est votre point de vue par rapport à ça? Est-ce que le musée Saint-Raymond est sur TikTok? Alors le musée Saint-Raymond, non, n'est pas sur TikTok. Je peux pas vous dire si c'est prévu, je ne pense pas. Ce qui est compliqué parce que, à titre personnel, en tout cas, je ne crois pas que aller sur TikTok ou que la présence d'un musée sur TikTok suffise à faire venir le public qui est sur TikTok. On va sur TikTok pour aller chercher un certain public parce qu'on estime ou on constate, c'est selon, qu'il peut être éloigné en tout cas du musée, mais je suis pas du tout certain que la présence, en plus la présence, un réseau social, ça a ses propres codes. Chaque réseau social a son propre code, sa propre culture, et je pense qu'il est extrêmement casse-gueule, si vous me passez l'expression, d'y aller sans forcément maîtriser tous ces éléments-là, et je suis pas certain que l'utilisateur lambda entre guillemets de TikTok se dise chouette, il y a un musée, je vais aller voir ce qui se passe. Alors moi j'ai une dernière question, et pas des moindres, on entend de plus en plus parler de commercialisation, de monétisation de ces offres. Et Antoine, vous nous parliez tout à l'heure de l'expérimentation des micro-visites live de la Fondation Vuitton. Ces micro-visites étaient proposées à un tarif de 4 €, plein tarif, et puis 2 € il me semble en tarif réduit. Est-ce que de votre côté c'est des choses est-ce que c'est prévu au musée de Saint-Raymond? Est-ce que vous y réfléchissez? C'est pas prévu, notamment parce que il s'agit pour nous, avec cette visite virtuelle, de prolonger finalement la visite du parcours permanent. Donc on peut pas refaire payer les gens, alors qu'ils auront déjà payé le droit d'entrée, qui malgré tout reste quand même tout à fait raisonnable. Donc n'hésitez pas à venir quand le musée sera réouvert. C'était la parenthèse. Allez au musée. Pour le reste, je pense que c'est compliqué. Je suis pas certain, à titre personnel, je ne suis pas certain que en France ou même en Europe d'ailleurs, on ait tout à fait et le public et la culture pour aller réussir à monétiser correctement ce genre de choses-là. Après, je peux me tromper. Alors, la Fondation Vuitton a quand même... Alors, Antoine, vous disiez qu'il n'y avait pas eu beaucoup de connexions, mais en effet, parce que c'était la volonté de la Fondation Vuitton, c'était de proposer des connexions limitées pour que justement il y ait cet échange avec le médiateur ou la médiatrice. Il y a quand même eu sur 2 mois de test, si je me trompe pas, près de 1000 connexions. Ce qui est quand même sur des nouvelles offres comme ça, sur des nouveaux formats pas anodins. Est-ce que vous avez des retours un peu plus concrets sur cette expérimentation ou des exemples d'autres structures qui ont souhaité mettre ça en place? Oui, est-ce qu'on va vers un modèle économique de ces visites virtuelles? Ce qui est intéressant, c'est que la plupart des institutions qui ont commencé à monter des offres assez rapidement, de façon un peu épidermique en réaction à la crise, la Fondation Louis Vuitton, ils ont lancé leur offre en novembre et donc elle a couru en fait tout le mois de janvier. Donc c'est effectivement ces 1000 visiteurs à distance en fait, ça s'est fait en 2 mois. Le Mémorial de Verdun aussi a développé une offre en réaction au premier confinement. Donc ça a été des réactions assez épidermiques. Et globalement, la plupart des institutions culturelles qui ont investi ce champ-là ont la volonté de pérenniser ces offres, alors même que leurs lieux réouvriront prochainement. Et c'est de proposer ces offres soit en complément,
Par exemple, vous achetez un billet d'entrée pour aller voir une expo et on va vous proposer une visite à distance des coulisses, par exemple, de l'exposition, soit autrement en substitution. Le lieu est fermé, il y a des intempéries, il y a des grèves, il y a tout un ensemble de sujets. Et le CMN, en fait, est très conscient de ça, puisque beaucoup de ces lieux sont en restauration régulièrement et sont souvent, certains sont régulièrement fermés. Donc, ça devient une véritable offre de substitution, finalement, à une visite physique classique. Il y a donc un objectif de pérennisation. De votre côté aussi, Jean-Baptiste, sur les prochaines expositions temporaires ? Alors, ce serait l'idée, ce serait même génial parce que ça pourrait correspondre, en tout cas, à cette volonté de pérenniser le travail qui est fait autour des expositions permanentes. Donc, effectivement, c'est un objectif. Alors, dire qu'on va pouvoir le remplir à chaque fois, je ne sais pas, mais en tout cas, on y travaille. On a l'idée du coup que ça représente de créer une visite virtuelle justement pour Saint-Rémy par exemple. Alors pour le musée Saint-Rémy, quel genre de budget vous mobilisez pour ça ? Alors pour le musée Saint-Rémy, ça a été 0 dans la mesure où il s'agissait d'un... Ouais, c'était formidable. Alors le coût c'est 0, mais il y a bien un budget quand même. Est-ce que vous avez une idée du budget ? Alors pour la visite virtuelle de Visigo qui est actuellement en ligne, c'était un mécénat de compétences avec ImaSolutions. À l'avenir, on table sur, je sais pas, peut-être du 8-10 000 euros. C'est ce que j'ai entendu aussi par ailleurs, par rapport à Alésia, au musée au parc d'Alésia, ils ont également ce budget-là. On est sur ce genre de choses-là chez Michel Rouget là-bas. La difficulté, en fait, c'est que ça dépend vraiment du nombre de choses qu'il y a à numériser. Antoine Roland, un mot là-dessus sur les enveloppes budgétaires ? Oui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a 1000 façons de faire du numérique et ça prévaut pour les sites virtuels comme pour les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on peut faire des choses entre guillemets gratuitement. C'est jamais gratuit parce que ça demande du travail. Donc, notamment via du mécénat de compétences, via des collaborations et effectivement gracieuses avec des entreprises. On peut envisager aussi des approches mutualisées entre différents lieux. Je pense à un réseau de musées en Nouvelle-Aquitaine qui s'appelle Aliénor, qui a par exemple créé un musée 3D qui représente les collections de 40 musées. Donc ça aussi dans cette perspective mutualisée. Alors le budget là il était de 235 000 euros, donc c'était... Ah c'est autre chose, oui. Effectivement, c'est assez conséquent, 40 musées autour de la table. On a en fait aussi la possibilité de financer ce type de projet par la billetterie, comme on l'a vu pour certaines de ces offres qui sont payantes. Bref, en fait, on a une multiplicité d'approches par rapport à ces types de visites et on peut très bien en fait faire quelque chose de très simple, très frugal, ou des choses beaucoup plus complexes. Merci à vous deux. Pour les curieuses et les curieux qui souhaitent en savoir plus, rendez-vous sur le site du musée Saint-Rémy pour une visite de l'exposition Visigo. Et je vous conseille également de vous inscrire à la newsletter de Correspondance Digitale qui vous tiendra régulièrement informé de l'actualité muséale numérique et aussi de leur webinaire à destination des professionnels de la culture. Merci beaucoup Marlène. Et côté Quai des Savoirs, rendez-vous sur notre page YouTube pour une visite privée de l'exposition de l'amour et découvrir toutes les petites pastilles de quelques minutes de love. Dans la playlist, aujourd'hui, une formidable bande dessinée à la fois roman graphique, manga post-apocalyptique et conte philosophique d'un des plus grands auteurs français, Mathieu Bablet. Je veux parler de Carbone et Silicium, le titre de cette imposante BD, plus de 250 pages grand format, publiée aux éditions Ankama. Alors l'histoire débute en 2041 dans un laboratoire de recherche industrielle de la Silicon Valley, aux États-Unis donc, avec l'activation simultanée de 2 robots humanoïdes intelligents, 2 androïdes jumeaux, baptisés Carbone et Silicium. Carbone, c'est le robot femelle, à la peau blanche, du moins au début, et Silicium, c'est un robot mâle, à la peau noire. Ils sont les premiers modèles d'une nouvelle série de robots à intelligence artificielle forte. La BD s'ouvre donc sur cette naissance, c'est-à-dire l'allumage de leur cerveau électronique, leur connexion au réseau Internet, le choix par les investisseurs de l'entreprise de leur corps, de la taille de leur sexe, de la couleur de leur peau, et enfin par le paramétrage de leur durée de vie, 15 ans. Et oui, cette obsolescence programmée, connue par les machines elles-mêmes dès le début, ouvre alors la dimension philosophique de l'aventure, car le parti pris de Mathieu Bablet, pour ce récit qui va nous emmener sur près de 300 ans d'histoire, est délibérément métaphysique. Avec Carbone et Silicium, il explore les questions posées par l'un des futurs possibles, envisagé aujourd'hui, celui de la singularité technologique. Ce moment où les intelligences artificielles dépasseront l'intelligence humaine. Ce futur que nous vendent ici et maintenant, les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, et tous les promoteurs du transhumanisme. Savez-vous d'ailleurs qu'il existe aujourd'hui aux États-Unis, dans la Silicon Valley justement, une université de la singularité qui forme depuis 10 ans déjà des étudiants et des entrepreneurs au développement exponentiel des technologies, je cite, pour répondre aux
aux grands défis de l'humanité. La singularité, donc, ce moment historique que le patron de l'ingénierie de Google, Raymond Kurzweil, situe vers 2045, pile au moment où Carbone et Silicium fêtent leurs 4 ans. Car pour revenir à cette BD, sans divulgacher quoi que ce soit, sachez que les 2 androïdes vont très tôt s'échapper de leur laboratoire de naissance pour l'un parcourir le monde et l'autre vivre au milieu des humains et de leur société chaotique. Tous 2 vont être confrontés aux multiples conséquences politiques et environnementales du changement climatique et ils vont n'avoir de cesse que de se retrouver pour mieux se séparer et démontrer, comme le dit très justement l'auteur dans les cahiers de la BD, la force du lien au-delà de l'opposition entre pulsion et raison. Outre les dessins des personnages, les décors somptueux aux architectures hyper réalistes, le travail magnifique et très actuel sur les couleurs, ou encore le rythme palpitant d'un récit aux rebondissements multiples, Mathieu Bablet s'attaque à des questions habituellement traitées par les philosophes. Celles qui sont évidentes quand on pense aux intelligences artificielles, telles que notre rapport à la technologie, son articulation avec le système économique dominant, ou encore les enjeux environnementaux d'un développement exponentiel des technologies. Mais l'auteur n'hésite pas à aller un cran plus loin, en traitant du corps par exemple. Et on pense à Lévinas dans les pages consacrées au visage des androïdes, ou aux diverses façons d'être présent au monde qu'un philosophe comme Heidegger a longuement questionné. À travers Carbone et Silicium, Mathieu Bablet interroge le sens même de l'existence. Et peu importe qu'on soit un humain ou une machine, est-ce que vivre se résume à lutter contre la mort ? Faut-il souffrir pour être vivant ? Pour vivre, faut-il avoir nécessairement un corps ? Peut-on vivre dans un monde virtuel ? Autant de questions de fin de soirée ou de programme du bac, rendues passionnantes dans cette BD par leur traitement subtil et humaniste à hauteur de robots. Carbone et Silicium, signé Mathieu Bablet, et publié aux éditions Ankama. C'est ainsi que se termine cet épisode du podcast du Quai des Savoirs. Merci à nos 2 invités, Jean-Baptiste Cyril Litras et Antoine Roland. Merci à vous toutes et tous qui nous écoutez, de plus en plus nombreux, et continuez à faire connaître ce podcast autour de vous. À la prise de son, Laurent Codoul. Une émission préparée et présentée par Mariette Escalier, Marlène Stricot et Laurent Chiquano. Réalisation Arnaud Maisonneuve. Prenez soin de vous et restez curieux. Ciao!